Bienvenue donc sur cette seconde table ronde qui va être consacrée aux droits de la défense et la déontologie de l'avocat dans une enquête interne. Donc, Madame la professeure Frison-Roche, vous interrogiez en conclusion de la première table ronde, mais où sont les droits de la défense? Ils sont là. Voilà. Ils sont là et prêts à répondre à vos questions. Alors, cette table ronde s'inscrit dans un contexte particulier, une activité particulière, puisqu'on a eu les lignes directrices ou les recommandations ou le guide de bonne pratique, on l'appelle comme on veut, conjoint du Parquet national financier et de l'AFA, Agence française anticorruption, le 14 mars dernier, sur précisément les bonnes pratiques donc, de l'enquête interne. Alors, l'enquête interne qui se déclenche, vous l'avez vu précédemment, soit par des circonstances internes à l'entité concernée, ce sont les fameuses alertes qui ont été beaucoup discutées, ou bien des mesures d'audit, ou bien par des circonstances extérieures à l'entité considérée. Et ce sont à la fois les alertes externes, mais également le déclenchement d'enquêtes, soit administratives, soit d'un régulateur, soit de l'autorité judiciaire. Alors, j'ai retenu de la table ronde précédente, et pour faire la liaison avec les droits de la défense, les déclarations je crois, sans écorcher son nom, de Monsieur Catherine pour la FJE, qui disait que l'immense majorité des enquêtes internes, en ce qui le concerne, et je rappelle qu'il est secrétaire général de la Sonepar, aboutissait à la mise hors de cause des personnes désignées par les alertes, qui soulignent d'autant plus le caractère crucial des droits de la défense et de la déontologie appliquée à l'enquête interne. Alors, je vous présente très rapidement la table ronde pour leur laisser le maximum de temps de parole ensuite. Vous avez Monsieur Benjamin Fiorini, qui est maître de conférence à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis en droit privé et sciences criminelles, qui est juge assesseur à la CNDA, mais qui est surtout notamment en liaison avec le thème d'aujourd'hui, l'auteur d'une thèse primée intitulée « L'enquête pénale privée, étude comparée des droits français et américains ». Stéphane de Navassel, qu'on ne présente plus, avocat au barreau de New York et Paris, ancien membre du Conseil de l'Ordre, fondateur du cabinet Navassel, avocat, et grand spécialiste des mesures d'enquête interne. Emmanuel Daoud, un tout petit peu plus loin, avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet Vigo, ancien membre du Conseil de l'Ordre, inscrit sur la liste des conseils de la Cour pénale internationale, spécialiste en droit pénal et également grand praticien des enquêtes internes et de la compliance. Suivi de Emmanuel Sofanor, associé fondateur du cabinet Le 16 Law, dédié en ce qui concerne votre pratique à la gestion de crise, résolution des litiges en droit financier, droit pénal des affaires, et qui a développé une exercice particulière dans le domaine des enquêtes internes. Et vous avez rédigé le rapport sur les droits de la défense des personnes physiques dans l'enquête interne, publié en mars 2021. Et enfin, Bénédicte Grohl, avocate au barreau de Paris, ancien secrétaire de la conférence, spécialiste en contentieux pénal, qui a travaillé 10 ans avec le bâtonnier Fartois, je crois, et aujourd'hui associé chez Jones Day, où vous dirigez l'équipe contentieux pénal et investigation. Alors, je vais commencer par donner la parole à Monsieur Fiorini, qui va évoquer le cadre légal existant et les évolutions qu'on est en droit d'en attendre, avant, et je vous fais une annonce de plan tout à fait académique, de passer la parole ensuite à mes confrères Stéphane de Navassel pour la déontologie de l'avocat dans l'enquête interne, puis Samuel Sofanor et Emmanuel Daoud pour l'exercice concrètement des droits de la défense, et enfin à Bénédicte Grohl pour la place du secret professionnel, enfin on y arrive, dans l'enquête interne. Benjamin Fiorini, c'est à vous. Je vous remercie. Je remercie bien évidemment le Conseil national des barreaux pour son invitation, et tout particulièrement Mathieu Boissavi pour sa très aimable sollicitation. Je commencerai mon propos en venant sur une première difficulté, c'est le fait précisément que l'enquête interne en droit français est mal définie. D'un point de vue doctrinal, si j'en reprends l'une des définitions qui a été donnée dans le rapport sur les droits de la défense des personnes physiques dans l'enquête interne en date de mars 2021, il en ressort que l'enquête interne se définit comme, je cite, « l'investigation mise en place au sein d'une structure, habituellement une entreprise, concernant des faits plus ou moins précis,
généralement susceptible de constituer une infraction pénale. À la lueur de cette définition, on perçoit toute la difficulté que l'on éprouve sur le plan doctrinal à appréhender cet objet juridique qu'est l'enquête interne, objet juridique encore récent. Au sein d'une structure, un terme relativement vague, des faits plus ou moins précis, notion là encore relativement floue, généralement susceptible de constituer une infraction, donc pas toujours. Il semble que la notion d'enquête interne, finalement, ne puisse être envisagée, si on s'en tient à cette définition, que par approximation. Et comme on l'a dit, le législateur n'est pas finalement d'un grand secours, d'une grande aide pour définir cette notion, puisque, à l'exception de règles spécifiques, par exemple celles qui sont relatives à la protection des données à caractère personnel, l'enquête interne demeure aujourd'hui un sujet non encadré, en tout cas non encadré par le droit rigide, peu encadré par le droit rigide, non encadré au sens classique du terme. On s'entendra toutefois sur le fait que les enquêtes internes portent souvent sur des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, alors qu'on pense aux faits de harcèlement, aux atteintes à la probité ou encore à certaines pratiques anticoncurrentielles illicites. Alors, comment expliquer cette absence d'encadrement de l'enquête interne, alors même que la matière pénale est précisément réputée, en principe, pour sa rigidité, pour son caractère impératif et pas particulièrement, finalement, pour son manque de souplesse? La première explication, celle qui est la plus communément admise, je pense, c'est une question de temporalité. Même si les enquêtes internes en France ne sont pas neuves, il est vrai que leur essor, leur vaste essor, notamment sous l'influence de la loi Sapin II, est assez récent. Mais au-delà de la temporalité, les difficultés que nous pouvons éprouver en tant que juristes français à penser ce qu'est l'enquête interne peut notamment s'expliquer, je pense, principalement peut-être par des raisons culturelles. Et j'aimerais tout d'abord avoir ce prisme de lecture culturelle de la question pour ensuite venir sur des enjeux plus concrets, plus pratiques, liés au droit de la défense. Alors, comme vous le savez, vous avez des souvenirs de troisième année de droit. La procédure pénale française, quoiqu'elle ait subi de profondes modifications ces dernières années, plonge ses racines dans un modèle qu'on qualifie de modèle inquisitoire. Ce modèle inquisitoire, il est marqué par un triple principe, par trois piliers qui le définissent. L'écrit, en ce sens que la vérité judiciaire est avant tout la résultante d'un dossier de procédure, l'absence de contradictoire et bien évidemment le secret. Cette procédure inquisitoire est la marque de fabrique, historiquement, des États forts où la totalité des moyens d'investigation visant à découvrir les infractions et leurs auteurs ont été remis entre les mains des officiers publics, donc les magistrats, les policiers, les gendarmes, pour qu'ils puissent découvrir la vérité des faits. Or, ce modèle procédural inquisitoire repose finalement sur un double postulat. Premier postulat, l'existence d'une vérité des faits. Ce qui contredit la formule très provocatrice de Nietzsche, selon laquelle il n'y aurait pas des faits, mais seulement des interprétations des faits. Et deuxième postulat, la confiance faite en la capacité des officiers publics, donc encore une fois les magistrats, les policiers, les gendarmes, la confiance faite en la capacité de ces officiers publics pour découvrir cette vérité en enquêtant de manière impartiale, à charge et à décharge. Et on pense évidemment, quand on dit cela, à la figure du juge d'instruction qui est précisément définie par cette idée d'impartialité, par cette idée selon laquelle il serait capable, seul, d'instruire à charge et à décharge. On mesure bien que dans un tel modèle, que dans un tel système de pensée, la contribution des acteurs privés à l'enquête pénale, qu'elle soit directe ou indirecte d'ailleurs, n'a rien d'évident, n'a rien de naturel, tout au contraire. À partir du moment où l'on postule que les officiers publics, grâce aux qualités qui sont les leurs, grâce à la formation, sont capables de mener les investigations seuls et de manière qualitative, la participation des enquêteurs privés, et notamment des avocats, n'est pas quelque chose d'acquis. L'enquêteur privé peut apparaître comme inutile, voire pire, il peut apparaître comme un gêneur susceptible de compromettre la sérénité de l'enquête en ne se mettant pas au service de la vérité, en ne se mettant pas au service de l'intérêt général, mais en se mettant justement au service d'intérêts privés. Et partant de là, il est effectivement difficile de concevoir l'enquête interne qui,
même si elle n'est pas à proprement parler, dans tous les cas, une enquête pénale privée, puisque ses finalités ne sont pas identiques à celles qui sont poursuivies par le parquet ou par un juge d'instruction notamment, il n'en reste pas moins que cette enquête interne peut s'avérer extrêmement utile dans la découverte de la preuve pénale. Autrement dit, pour résumer le propos, puisque notre système, pour le moment, n'a pas été en mesure de penser suffisamment peut-être l'enquête pénale privée, de la conceptualiser, il est aujourd'hui en difficulté pour concevoir ce qu'est l'enquête interne et les droits de la défense qui doivent être propres à ce cadre-là. Alors, où aller chercher des idées pour nous aider à penser justement la façon dont l'enquête interne pourrait être encadrée, tout particulièrement dans ses rapports avec les droits de la défense. Précisément, en nous intéressant au modèle concurrent, au principal modèle concurrent du modèle inquisitoire, à savoir le modèle accusatoire. Il s'oppose, vous le savez également, au modèle inquisitoire par trois aspects, parce qu'il repose lui-même, ce système accusatoire, sur trois piliers qui sont finalement les piliers inverses de ceux sur lesquels repose le système accusatoire. L'oralité, la publicité, et peut-être ce qui nous intéresse encore davantage, le contradictoire. Ce modèle accusatoire s'est développé dans les États où, historiquement, s'est manifestée une forte méfiance vis-à-vis des agents publics, de l'autorité publique, et où, par conséquent, la vérité judiciaire ne devait pas être le fruit du travail solitaire d'un magistrat ou en tout cas d'agents publics, mais la résultante d'un choc entre plusieurs récits, plus précisément entre deux récits, celui de l'accusation et celui de la défense. Et il est attendu que du choc de ces contraires, du choc du récit de l'accusation et de celui de la défense, jaillisse l'étincelle de la vérité. Ce système repose lui aussi sur un double postulat, par définition indémontrable. Premier postulat, l'incapacité des acteurs publics à enquêter de manière impartiale pour découvrir la vérité. Première chose très différente, au final, conceptuellement parlant, de notre système hérité des procédures inquisitoires. Et deuxième postulat, deuxième axiome, devrait-on dire, la croyance selon laquelle la vérité est davantage une construction, la résultante d'un procès équitable, davantage une construction donc qu'une découverte, cette fameuse vérité judiciaire cachée au fond du jardin. C'est toute l'opposition qui existe conceptuellement entre la vérité matérielle, qui serait plutôt la vérité recherchée par un système acquisitoire et par notre système français, la vérité des faits, la correspondance de la vérité judiciaire avec la vérité des faits, et la vérité formelle qui préside au système accusatoire et qui se définit comme la résultante d'un procès équitable. Si le procès est équitable, il n'a pu quelque part en résulter qu'une vérité conforme à la vérité des faits. Dans les pays de tradition accusatoire, et je pense au premier chef aux États-Unis, cet état d'esprit a offert à l'enquête privée une place significative dans le procès pénal, et je dirais même une place structurelle. C'est-à-dire que conceptuellement parlant, le procès américain n'existe que parce que l'enquête pénale privée peut exister. Ainsi, aux États-Unis, le 6e amendement à la Constitution américaine garantit à l'accusé un droit à une défense efficace, a right to effective counsel. Or, la doctrine, comme la jurisprudence, interprète cette notion de défense efficace comme impliquant que l'avocat fasse tous les actes nécessaires au soutien de la cause de son client, y compris les enquêtes qui pourraient avoir une influence sur son sort pénal. D'où cette idée que l'enquête pénale privée, dans les systèmes accusatoires, a une importance pas seulement corrective. L'idée n'est pas seulement de corriger les éventuels errements, les éventuels excès de l'autorité publique, mais véritablement une importance structurelle. Même si, encore une fois, les enquêtes internes ne sont pas, à proprement parler, toujours des enquêtes pénales privées. Cette importance structurelle de l'enquête privée en matière pénale dans les systèmes accusatoires a offert aux juristes travaillant dans ces systèmes des clés conceptuelles pour penser l'enquête interne, justement. Il suffisait, au fond, de prendre ce qui se pratiquait en général dans le cadre des enquêtes pénales privées pour ensuite l'acclimater au cadre particulier de l'enquête interne dans l'entreprise. Et c'est ce sur quoi je vais m'attarder brièvement pour ensuite céder la parole à mes collègues qui, eux, sont dans la pratique et pourront dire certainement plus de choses à ce sujet. Alors, beaucoup de choses pourraient être abordées. Pour ma part, je me contenterai de la question de la récolte des témoignages par l'avocat, en commençant par dire très tôt que
les systèmes accusatoires se sont aperçus finalement, mis à l'épreuve de la nécessité pour les avocats dans certaines espèces de recueillir des témoignages, justement, dans le cadre notamment des enquêtes internes et plus largement des enquêtes pénales privées, de garantir deux choses, de respecter 2 points. Première chose, garantir les droits de la défense, et là on vient au cœur de notre sujet. Garantir de la défense pour que les enquêtes internes ne deviennent pas un véhicule de contournement des principes auxquels sont astreints les enquêteurs publics. Il ne faudrait pas se servir finalement de l'enquête interne pour ne pas respecter des principes auxquels les agents publics, eux, sont tenus. Et deuxième nécessité, assurer la fiabilité des témoignages recueillis pour gagner la confiance de l'autorité publique, gagner la confiance des juges et assurer la force probante des éléments récoltés. Parce que bien entendu, le soupçon qui va peser sur des preuves produites par des particuliers, c'est justement que ces preuves soient biaisées. Et ça renvoie à la distinction qu'on faisait tout à l'heure entre impartialité et objectivité. On peut être dans une situation de partialité, mais pour autant produire des éléments de preuve objectifs. Et c'est justement cette objectivité qui est recherchée. Alors si je regarde 2 systèmes qui ont consacré justement cette idée d'enquête pénale privée et les principes qui en ont résulté dans leur mise en œuvre quant au respect des droits de la défense. Je commence d'abord par le système américain, et encore une fois, je ne vais l'aborder que de manière très pointilliste, je ne vais voir que certains aspects. L'avocat, dans le système américain, l'avocat de la défense, a la possibilité de mener des entretiens, informels ou formalisés, avec des personnes susceptibles de faire des déclarations potentiellement utiles à l'enquête. Alors, dans le cadre de l'enquête interne, ce sera les dirigeants, les salariés ou les tiers à l'entreprise, typiquement les clients, les fournisseurs ou les partenaires commerciaux. Pour que les droits de la défense soient assurés, mais aussi pour que les déclarations recueillies soient appréciées in fine comme suffisamment fiables, comme suffisamment probantes, les entretiens prennent la forme d'une déclaration écrite et signée par le témoin, généralement. En outre, toute forme de pression, harcèlement, menace sur les témoins est évidemment proscrite sous peine de sanctions pénales ou disciplinaires. Et autre point, on pourrait en aborder 1000, mais autre point, les personnes sollicitées pour répondre à quelqu'un qui mène, un avocat notamment qui mène une enquête pénale, peuvent refuser de se prêter à cet exercice, notamment pour respecter le droit à ne pas s'auto-incriminer, qui est également une composante des droits de la défense. Bref, les grands principes du procès équitable ont, pour certains d'entre eux en tout cas, été en quelque sorte importés dans le domaine de l'enquête interne, dans la mesure où celle-ci est susceptible d'avoir des conséquences sur le terrain pénal, ce qui semble au final assez logique pour éviter justement des stratégies de contournement. Les mêmes remarques sont valables, et là je vais changer un petit peu de pays pour en prendre un qui est plus proche de nous, les mêmes remarques sont valables pour des systèmes qui initialement étaient des systèmes inquisitoires et qui, à un moment donné, ont cédé aux sirènes accusatoires et ont entamé une mue justement de leur procédure, et je pense notamment au système italien. En Italie, en 1989, on a une petite révolution puisque le système qui, à la base, est hérité d'une tradition inquisitoire, va bifurquer sur un système davantage accusatoire. Et dans le code de procédure italien, de procédure pénale italien, à ce moment-là, on a introduit 2 notions intéressantes. La première, c'est la notion d'enquête privée défensive, et la deuxième, c'est la notion d'enquête privée préventive. C'est-à-dire qu'on a prévu dans le code de procédure pénale italien la manière dont les enquêteurs privés, et au premier chef les avocats, devaient mener les investigations dans l'hypothèse où ils étaient en situation de devoir se défendre. Et la manière dont cela se passe, la recueil des témoignages par l'avocat dans le système italien, c'est assez équivalent finalement à ce qui se passe dans le système américain. Et là, pareil, je vais vous donner quelques exemples. Lorsque l'avocat récolte des témoignages dans le cadre de ce type d'enquête, il doit indiquer aux personnes qu'il souhaite auditionner sa qualité. Donc, il doit dire qu'il est l'avocat de telle ou telle personne, le but de l'entretien et le droit dont dispose cette personne de ne pas répondre ou de ne pas faire de déclaration. Donc, signification du droit de se taire, finalement. À défaut, et là aussi c'est quelque chose de très intéressant parce que ça s'inscrit, en tout cas ça crée une différence avec notre système en procédure pénale française, les éléments recueillis par un enquêteur privé qui ne correspondraient pas à ce que je viens de dire, donc par exemple sans signification du droit de se taire,
sont considérés comme des éléments de preuve déloyaux et qui doivent être non admissibles par les tribunaux. Donc, ça veut dire que ça a pour conséquence la non-admissibilité de la preuve. Et c'est une différence, encore une fois, significative par rapport au droit français, parce que vous savez qu'en droit français, le principe de déloyauté et d'illicéité des preuves qui peut s'opposer à leur admissibilité ne vaut en principe que pour les preuves récoltées par les officiers publics ou alors par les personnes privées à partir du moment où elles sont en lien avec des officiers publics. Là, on a un système où, à partir du moment où ces règles ne sont pas respectées, ça vaut non-admission de la preuve. Donc, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je ne sais pas si, au niveau du timing, je suis déjà… Si vous pouviez conclure, comme ça, on va pouvoir passer pour ne pas retarder davantage les autres intervenants, mais c'est passionnant. Alors, je conclus simplement pour dire qu'à la lueur de ces expériences étrangères, qui, encore une fois, ont été peut-être plus à même que nous de penser tôt, en tout cas, ce phénomène de l'enquête interne et à le penser dans les clous, justement, des droits de la défense. Il y a quelques principes qu'on peut déduire. Alors, c'est pareil, j'en donne quelques-uns pêle-mêle, on pourrait en donner d'autres. Notifier à la personne auditionnée son droit à l'avocat et son droit au silence, ça me paraît fondamental. Limiter la durée des auditions, ça, j'en ai pas parlé, mais quand vous auditionnez quelqu'un pendant, je ne sais pas moi, 5 heures, 6 heures, 7 heures, ça crée un petit problème. Un problème d'ailleurs que connaissent très bien les personnes qui fréquentent les cabinets d'instruction, quand les juges d'instruction n'arrivent pas à s'arrêter de poser des questions parce qu'ils ne se rendent pas compte que la personne en face d'eux est épuisée. Bref, ça peut aussi poser quelques problèmes. Informer la personne qu'elle peut mettre fin à tout moment à son audition, ça me semble être quelque chose également de fondamental. Et peut-être le dernier point, c'est qu'on pourrait réfléchir justement en droit français à consacrer cette idée selon laquelle, à partir du moment où dans le cadre d'une enquête privée, une preuve est recueillie, contrairement au principe de licéité ou de loyauté, on devrait non seulement sanctionner, soit sur le terrain pénal et ou sur le terrain disciplinaire, la personne qui recueille la preuve de cette manière-là, mais en outre, et ça serait un changement, on ne devrait pas recevoir cette preuve comme preuve pénale. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a eu quelques soucis techniques sur les retransmissions. Je m'en excuse, je viens d'en prendre connaissance, mais je suis sûre que vous rattraperez les quelques minutes qui vous manquent dans les travaux qui seront probablement publiés. J'en suis navrée et je passe la parole à Stéphane de Navassel qui va donc évoquer avec vous la déontologie de l'avocat dans l'enquête interne. Et parce que je dois vous parler de déontologie et que je sais que le temps passe et que je veux permettre à chacun de parler, ça serait un délicat, n'est-ce pas? La délicatesse est essentielle. Tu dois m'arrêter au bout de 7 minutes. J'ai calculé le temps qui reste, comme ça chacun a le même temps. Okay, donc si je continue, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de Camille. OK. Je prends 1 minute pour rebondir sur les États-Unis. Ça n'a rien à voir avec la France, comme vous le savez, comme on le sait tous. Il y a un seul barreau là-bas, vous êtes procureur, juge, juriste d'entreprise, avocat, c'est le même métier. On a plus de 95% des procédures pénales qui se terminent par des deals, par des transactions. Donc, on est dans un système judiciaire qui n'a quasiment plus de jurisprudence. Et enfin, on a un contrat de société qui est radicalement opposé au nôtre, même si on a les mêmes pères fondateurs quelque part, avec les œuvres des Lumières et les pères fondateurs là-bas. Mais ici, on a choisi les droits personnels comme étant le fer de lance, le transfert de souveraineté aux personnes, et eux, ils ont choisi le transfert de souveraineté à l'individu. Et donc, la société, le contrat social, la Constitution, il y en a un qui protège les personnes, la souveraineté collective, et l'autre qui protège la liberté individuelle, tant pis si ça emporte sur les autres. Et sur le droit au silence, moi, je ne suis pas officier de police judiciaire, et donc, quand je mène une enquête dans un cadre privé, je ne suis pas… je suis dans mon rôle d'avocat, d'auxiliaire de justice, et on va en parler de la déontologie, mais vous êtes salarié dans une entreprise, vous êtes un cadre dirigeant, vous participez aux décisions qui emportent des conséquences considérables, et quand il s'agit de déterminer une vérité, eh bien vous vous taisez. Ça me paraît très difficile et ça pose la question de l'équilibre et d'où l'importance de la déontologie, d'expliquer en amont, ainsi de suite. Ça, c'était mon premier point important. Je ne sais pas ce que c'est que la vérité. Si quelqu'un peut me l'expliquer, je prends. Ou alors, ça relève de la transcendance. Le rapport d'enquête interne et notre travail, c'est une vérité qu'on a pu construire.
Et donc, ce qui va nous protéger, nous, notre client, vis-à-vis de tous les tiers qui pourraient avoir connaissance de notre document, c'est la méthodologie. À une réunion à l'ENM il y a quelques mois, on a entendu un procureur du parquet national financier nous dit il y a un barreau du PNF. C'est terrible d'entendre quelque chose comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'utilité, la pertinence du rapport de l'enquête interne dépend en fait de la signature, pour ce procureur-là en tout cas. Et en réalité, il faudrait que la simple signature d'un avocat suffise à apporter toutes les garanties nécessaires. Donc, les règles déontologiques, vous les avez. En tout cas, pour les avocats du barreau de Paris, il y a un vadémécum qui a été sur la base d'un rapport du bâtonnier Adair et de moi-même. Je l'ai relu à l'occasion de notre préparation. Toutes les règles sont encore d'actualité. Premier point, c'est les enquêtes de complaisance. Ça suffit. Moi, je reçois plusieurs fois, pas par mois, mais plusieurs fois par an certainement, des appels de confrères qui ont des questions déontologiques. Et la plus classique, c'est, d'une façon ou d'une autre, le client me demande d'arriver à tel résultat. Le plus récent, c'est, oui, j'ai un client qui m'appelle et qui me dit qu'il veut se séparer de son directeur financier, et donc, il me demande de mener une enquête interne. J'ai dit, bravo confrère de m'appeler. Parce que c'est essentiel, hein, toutes les bêtises qu'on fait tous, moi le premier, c'est parce qu'on prend une décision seule. On ne peut jamais prendre une décision seule. Il y en a qui disent jamais sans avoir dormi, je ne sais pas. Mais donc, bravo de m'avoir appelé, c'est bien. Et puis ensuite, mais il fallait dire non tout de suite, c'est évident. Vous ne pouvez pas avoir un résultat qui est, vous allez vous séparer d'une personne. Ça ne peut pas exister. Il me reste probablement 3 minutes. Mais voilà, moi j'ai une politique de open source, donc tout est sur, on a des guides pratiques, des vadémécums, des articles, tout est sur le site internet du cabinet, donc c'est facile d'aller chercher. Ce qui est essentiel pour vous protéger, vous, avocat, c'est que le prisme de votre mission doit être clair dès le début. Ça, c'est l'article 2 du vadémécum. En fait, on écrit ce qu'on va faire, et ensuite on fait ce qu'on a écrit. Et c'est comme ça que c'est plus la signature qui compte, de la personne, mais le fait que ce soit un avocat. Et évidemment, on peut faire évoluer le plan d'enquête. Il n'y a pas de problème. Mais on explique pourquoi on le fait évoluer. Parce que le reproche que le client pourra vous faire, c'est d'être allé au-delà. Le client reste le décideur. Ce n'est pas vous qui décidez. Hein, vous avez un client. Nous ne sommes qu'avocats. On n'est pas des journalistes d'investigation. Donc, s'il est dans le prisme, il est dans le prisme. Donc, ça, c'est une question de relation client. Et l'énorme risque sur la crédibilité de votre travail, c'est d'être en dessous du prisme de l'enquête. Donc, il ne faut pas être au-dessus. C'est un client qui décide, ce n'est pas vous qui décidez. Sinon, il faut accepter les conséquences que le client doit porter. Et puis, vous, comme avocat, en revanche, vous avez une déontologie, vous répondez à une question qui est posée. Et trop souvent, on voit des avocats sous la pression du client, sous la pression du quotidien ou des deadlines, aller en dessous. J'ai probablement dépassé mon temps, c'est ça? Pas du tout. Secret. Il te reste 2 minutes. 2 minutes, ok. Secret pro, les échanges, les entretiens. Il faut, à mon sens, l'entretien lui-même n'est pas couvert puisque vous êtes l'avocat d'une partie et vous avez proposé à la personne que vous entendez, qui est un salarié, d'avoir un avocat et partant, cette réunion n'est pas couverte par le secret. En revanche, vos notes, votre compte-rendu le sont. Évidemment, on propose un avocat. J'ai mené récemment une enquête et un confrère m'a demandé de ne pas proposer à une filiale de venir avec son avocat dans un sujet extrêmement tendu. J'ai dit non, je ne le ferai pas. J'ai dit, évidemment, vous venez avec votre avocat, si vous avez un avocat, vous me le dites, comme quand on contacte tout tiers. Quand vous écrivez à un client, à une partie qui n'est pas votre client, vous le dites, qui est votre avocat, et je contacte cet avocat. Évidemment, la filiale avait déjà un avocat, elle avait déjà préparé sa défense, et si je ne l'avais pas fait, je me serais mis en difficulté d'un point de vue de la déontologie. L'indépendance, le guide AFA-PNF, je pense que vous allez y revenir, je ne vais pas revenir dessus. Le sujet, c'est qu'il ne faut pas s'auto-évaluer. Évidemment, le client, il va toujours vouloir que ce soit son avocat habituel ou celui qui connaît l'entreprise, qui a mis en place le système de conformité, qui connaît les mécanismes de l'industrie, qui va mener l'enquête. Et la plupart du temps, c'est vraiment le plus efficace, c'est vraiment le plus utile, c'est vraiment le plus pertinent, parce que de toute façon, vous allez respecter les règles de la déontologie. En revanche, vous n'allez pas évaluer votre propre travail. C'est ça vraiment le phénomène qui me semble être le plus risqué. Et puis, toujours sur la délicatesse, c'est l'article 9,
on ne va pas à une audience, RH par exemple, plaider contre une personne qu'on a interviewée dans le cadre d'une enquête interne. C'est vraiment de délicatesse, puisque vous avez apporté une vérité, vous êtes en train de défendre votre rapport plutôt que votre client dans une procédure. Je pourrais continuer très longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a eu un recueil de conseils déontologiques, de bonnes pratiques et de mauvaises, d'ailleurs, à éviter. Et je vais maintenant passer la parole à Samuel Sofanor qui va intervenir avec Emmanuel Daoud dans la foulée sur l'exercice des droits de la défense. Merci beaucoup Camille, bonjour à tous. Et je vais moi aussi être assez court. Et puisque Camille nous a fait l'amitié de rappeler qu'avec Emmanuel, nous avons fait partie d'un groupe d'avocats qui, il y a 2 ans, avait en effet proposé un certain nombre de recommandations de nature à constituer un peu le standard minimum attendu d'une enquête interne. Pourquoi? C'est parce que nous étions depuis assez longtemps, un certain nombre d'avocats être inquiets du fait que l'enquête interne devait être prise pour ce qu'elle est, à savoir une procédure parapénale, très susceptible de déboucher sur des sanctions disciplinaires, mais bien souvent pénales, et que par conséquent, il était dans l'intérêt de tout le monde que, s'agissant d'une procédure d'enquête et possiblement de sanctions in fine, il était normal que soient appliqués des droits élémentaires de la défense. Emmanuel Daoud va détailler ce qui, à mon sens, constitue des résultats très importants, en ce sens que quelques années après un petit peu ce signal d'alarme et ces recommandations pratiques que nous avions proposées dans le débat, il y a selon moi 2 points. Un point positif qui constitue l'effectivité, le début d'effectivité des droits de la défense des personnes physiques mises en cause, ou à tout le moins entendu, et un point qui me semble encore extrêmement critique et qui va probablement être résolu à terme par, comme l'a dit Stéphane Benavassel, la déontologie de l'avocat ou, comme l'indiquera Bénédicte Grohl, les questions relatives au secret. Et ce point, selon moi, très critique, c'est l'usage, en fait, du rapport d'enquête. Parce que, s'agissant des droits de la défense, Emmanuel va les développer, donc je vais simplement rappeler quel était le problème concret. C'était d'abord l'accès aux charges. J'ai souvenir, pour ne citer que 2 exemples topiques, ayant tenté de préparer en amont d'une convocation d'un client une convocation, une audition d'enquête interne, ne trouvant absolument pas de quoi il pouvait s'agir, nous avions commencé d'imaginer que ce pourrait être en relation avec des faits non pas de harcèlement moral, mais voilà, d'attitude peut-être un petit peu trop agressive à l'endroit d'un assistant. Et ce n'est qu'en cours d'audition réalisée par Visio en anglais, puisqu'il s'agissait d'une société américaine, ma cliente étant seule, parce qu'à l'époque, les personnes n'étaient pas accompagnées, que la cliente a pris connaissance des charges qui étaient en réalité des accusations d'homophobie. Même chose, pareil, toujours une société américaine, où nous avions également fait ce travail un peu exploratoire d'essayer de comprendre quel serait le signal faible de nature à avoir déclenché une alerte. Et là, nous étions totalement à côté de la plaque, parce que là aussi, nous pensions qu'il s'agissait de quelque chose de comportemental. Et là encore, le client a découvert lors de l'audition, donc tout seul, qu'il s'agissait en fait d'une accusation de corruption dans un contrat international. Alors, cette asymétrie, ce retard un petit peu dans le départ d'une investigation, on le connaît tous, en tout cas en qualité de pénaliste. Mais ce retard, il est rattrapé dans une enquête classique, en ce sens que relativement rapidement, la personne mise en cause a accès aux charges. Et donc, l'immense avancée, me semble-t-il,
de ce qui commence à être effectif, c'est cet accès aux charges et ensuite cet accès aux pièces qui, il n'y a pas si longtemps, n'était pas possible. Et de la même façon, l'accompagnement de la personne mise en cause par un conseil de quelque nature qu'il soit. Ça, c'est un premier point qui me semble très positif et qui est dans l'intérêt de tout le monde parce que à terme, et ça a été un petit peu notre mission de conviction, il ne s'agit pas seulement de protéger les personnes mises en cause, mais de protéger également les entreprises. Puisque en soi, structurellement, un dispositif d'enquête interne est plutôt une volonté vertueuse, hein, c'est-à-dire qu'une collectivité, en l'occurrence économique, une entreprise, a, je dirais, un quasi-devoir moral de se pencher sur ses agissements dès lors que c'est un agent économique qui opère, et également sur les comportements individuels des personnes qui incarnent en fait la personne morale. Donc il s'agit d'un élan vertueux et donc il aurait été dommage que ce dispositif fasse pchit à raison de violations en fait flagrantes des droits de la défense élémentaire s'agissant d'une procédure parapénale. Ce qui reste, selon moi, critique, c'est l'usage du rapport, et ça a été évoqué et ce sera développé, c'est pour l'État, il est extrêmement fréquent que des poursuites pénales suivent l'enquête interne, voire aient été enclenchées avant que l'autorité poursuivante encourage vivement l'entreprise concernée à diligenter une enquête interne. Et donc, le contexte qui a été évoqué ce matin, c'est celui de la divergence d'intérêts évidente et assez usuelle entre la personne morale et la personne physique qui incarne, encore une fois, la personne morale. Et que se passe-t-il? Et à mon sens, les choses ne sont toujours pas réglées à date et sont d'un niveau critique assez fort. C'est qu'en dépit des préconisations de ne pas s'auto-incriminer, un cadre dirigeant qui est, ou un salarié tout court, n'a d'autre choix en général que de coopérer une enquête interne. Ce faisant, à le supposer de bonne foi, il va répondre aux questions et en fonction de l'usage du rapport de l'enquête interne et donc de son statut, et c'est là qu'interviennent en fait la déontologie de l'avocat et la question très très compliquée du secret en fait ou pas attaché à un rapport d'enquête interne, le salarié peut en réalité avoir construit son propre dossier à charge contre lui, et un certain nombre de rapports d'enquête interne étant devenus les livres de chevet des magistrats instructeurs, le salarié se retrouve en bout de chaîne à devoir se défendre contre ses propres propos, et le tout dans un contexte, et c'est là où l'atterrissage est tout de même très compliqué à gérer s'agissant des droits de la défense, lorsque la personne morale va conclure une CJIP avec l'autorité poursuivante, dont on sait, ça a été dit, qu'elle n'est pas applicable aux personnes physiques. Et là, même si l'on sait également qu'une CJIP n'induit pas une reconnaissance de culpabilité et de responsabilité, on sait que ça suppose à minima une reconnaissance des faits, c'est-à-dire que les faits sont établis. Et donc, bonne chance à l'avocat, et ça m'est arrivé, qui doit en fait se battre et combattre l'élément intentionnel et l'élément matériel. Mais quand la pièce numéro 1 à charge contre son client, ce sont les propres propos en fait du client et un rapport d'enquête interne substantiel, et que par ailleurs la personne morale a d'une certaine manière négocié et avec l'autorité poursuivante, et donc quand même, qu'on le veuille ou non, reconnu à minima les faits et vraisemblablement la responsabilité au moins des personnes physiques qui l'incarnent. Et au demeurant, cette volonté de poursuivre et de faire condamner les personnes physiques, elle est assumée par un certain nombre d'autorités en France, mais également dans des pays comme l'Angleterre et les États-Unis. Donc, voici quelques propos introductifs sur l'évolution et l'effectivité des droits de la défense, avec un dernier point, là encore, qui me semble très important, c'est qu'il faut résoudre rapidement cette question de l'usage du rapport interne et de la nature du rapport interne, parce que là encore, le risque ultime serait
d'anéantir le dispositif de l'enquête interne. C'est-à-dire qu'il faut quand même se poser la question, et là encore, j'ai envie de dire dans l'intérêt général, dans l'intérêt de nous tous, parce qu'on a tous intérêt à ce que des comportements des comportements déviants soient détectés, c'est que va se poser la question pour un avocat de la défense de conseiller à son client de ne pas coopérer à l'enquête interne. De même que dans certains dossiers encore en cours, on voit que les seules personnes, les avocats in-house des directions juridiques, les seules personnes qui ont des problèmes, qui sont mises en examen ou qui sont, quand ils s'en sortent bien, témoins assistés, ce sont les avocats in-house qui ont écrit. Donc, qui ont repéré une situation, qui ont écrit, alors que les autres ont fait comme s'ils n'avaient rien vu, sachant le piège de la saisie des emails. Et par conséquent, paradoxalement, en fait, c'est la personne qui fait son travail qui est punie. Donc, là encore, attention, il faut résoudre, me semble-t-il, urgemment cette notion, cet usage de rapport d'enquête, sauf à prendre le risque que, in fine, en fait, aucun salarié en rationalité n'est d'un intérêt objectif à coopérer au dispositif au départ vertueux qu'est l'enquête interne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Samuel. C'était effectivement très intéressant. En totale contradiction de ce que tu appelles de tes souhaits avec la position actuelle du parquet national financier. Et c'est cette confrontation-là qui est intéressante et effectivement avec une vigilance extrême sur les points que tu as signalés. Emmanuel Daoud, pour la continuité sur l'exercice du droit de la défense. Merci Camille, merci au CNB, merci Mathieu de ta proposition. Bonjour à toutes et à tous. Donc avec Samuel, nous nous sommes partagés la tâche s'agissant de la description de ce que sont les droits de la défense attachés à l'enquête interne. Alors je vais apporter une nuance, un correctif, parce que je ne partage pas tout à fait l'analyse de Madame la professeure Frison-Roche. S'agissant de l'existence d'un droit mou en matière d'enquête interne qui s'imposerait un droit dur. Nos règles déontologiques, c'est du droit dur. La jurisprudence de la chambre sociale, c'est du droit dur. La jurisprudence de la chambre criminelle ou de tribunaux correctionnels, c'est du droit dur. Et il y a eu une foultitude de décisions qui sont venues sanctionner des atteintes aux droits de la défense, s'agissant de l'enquête interne. Et je vais tenter, non pas de toutes les énoncer, ce n'est pas possible. Je pense que les supports que nous vous avons adressés seront partagés, et donc je vais faire un peu d'impressionnisme. La première fois que j'ai entendu parler d'une enquête interne, c'était il y a plus de 20 ans déjà, des confrères chargés par la société mère d'une filiale française menaient une enquête antitrust. Et 2 salariés qui avaient été auditionnés par ces confrères m'ont saisi et m'ont relaté ce qui s'était passé. Enregistrement à leur insu de l'audition, absence de communication du fait que ce qu'ils allaient dire allait être utilisé contre eux dans le cadre d'une procédure prud'homale. Et donc évidemment, lorsque j'ai été saisi de ces faits, j'ai été contraint d'intervenir énergiquement et à tel point que j'ai même rédigé une plainte que j'ai adressée à ses confrères et tout s'est arrangé. Je n'ai pas fait de la menace, mais la façon dont les choses s'étaient déroulées était tellement attentatoire au droit de la défense qu'il ne pouvait en être autrement. Il y a 10 ans, une enquête interne est commandée par une société mère sur les agissements d'une filiale française dont j'étais l'avocat, procédure pénale déjà déclenchée. On m'avait demandé de mener cette enquête interne, j'ai refusé, conflit d'intérêts, et la société mère a fait appel à un autre cabinet d'avocats qui a mené cette enquête interne et qui a convoqué les dirigeants et dirigeantes qui étaient mis en cause. Ces dirigeants et dirigeantes étaient assistés d'avocats et d'avocates qui étaient leurs avocats dans le cadre de la procédure pénale. Ils ont mis en cause la façon dont les choses s'étaient déroulées pendant cette enquête interne. Ils en ont informé le juge d'instruction, ça te rappellera quelque chose, Clarisse, et le juge d'instruction a sommé la société mère et ce cabinet d'avocats, mandaté par celle-ci, d'arrêter immédiatement l'enquête interne, parce qu'il y avait une contradiction possible, potentielle, avec le déroulement des investigations de nature pénale. Et non seulement le juge d'instruction
a demandé cela. Il a demandé aussi la communication de tous les éléments qui avaient d'ores et déjà été rassemblés par ses confrères, basés en France, qui pendant un temps ont refusé de communiquer le rapport et les éléments qu'ils avaient déjà rédigés et rassemblés. Et lorsque le juge d'instruction a décidé d'aller chercher ces éléments au cabinet, mais ils l'ont remis spontanément. Mais il n'y a pas que des exemples négatifs, il y a aussi des exemples positifs. Et sans rentrer dans le détail, vous le comprendrez bien, j'ai assisté une personne dans le cadre d'une enquête interne co-conduite par le cabinet Clifford, représenté par Thomas Baudson qui est ici. Et je dois dire que les droits de la défense de mon client, de notre client, ont été parfaitement respectés par les avocats enquêteurs. Nous avons beaucoup discuté avant. On s'est mis d'accord sur un protocole. Il n'y a pas eu la moindre difficulté, même si le moment n'était pas forcément agréable pour celui que nous défendions. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que dès lors que comme avocates et avocats, nous considérons qu'il y a une autre déontologie, il y a du droit dur, si on part du postulat que les principes de la procédure pénale nourrissent les droits de la défense qui doivent être respectés dans le cadre d'une enquête interne, principes qui sont précisés par la jurisprudence, notamment, ça vous paraîtra paradoxal, de la Chambre sociale de la Cour de cassation ou de Cour d'appel. Je me permets de vous inviter à lire ces décisions. Il n'y a pas ou il y a moins de difficultés. Je considère que toutes les parties prenantes bénéficient des droits de la défense. Le lanceur ou la lanceuse d'alerte, l'entreprise et les mises en cause ou les personnes auditionnées. Pour ce qui me concerne, j'ai essayé de développer ces droits de la défense en 3 phases. Avant l'enquête, avant le démarrage de l'enquête, pendant l'enquête, après l'enquête. C'est hyper original. Mais en tout cas, ça mérite peut-être de la clarté. En tout cas, je le crois. L'exercice des droits de la défense avant l'audition. On pourrait penser que les entreprises, lorsqu'on défend les entreprises, peuvent faire tout et n'importe quoi et pourraient utiliser tous les moyens pour rassembler les preuves dont elles auraient besoin dans le cadre de l'établissement ou pas de la manifestation de la vérité. Ce n'est pas le cas. Il faut en particulier respecter l'article 1121-1 du Code du travail qui dispose « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». En permanence, le principe de proportionnalité va trouver à s'appliquer tout au long de l'enquête. Le guide conjoint de l'AFA et du PNF de mars 2023, que vous avez déjà tous et toutes lu, précise de façon tout à fait expresse que l'on ne peut pas recueillir de façon illicite ou de façon déloyale des moyens de preuve qui porteraient atteinte de façon disproportionnée aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives. Et ces principes trouvent une traduction concrète en matière jurisprudentielle ou dans la jurisprudence. Ne pas respecter ces principes, cela conduit à une irrecevabilité des moyens de preuve. Cela peut donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts au bénéfice du salarié dont les droits n'auraient pas été préservés. Et on peut même, dans certains cas plus dramatiques, en quelque sorte, notamment pour les avocats qui se seraient rendus coupables de ces agissements, aboutir à des condamnations pénales pour eux ou pour leurs clients lorsque l'on a fait l'usage de procédés illicites. Quels sont ces principes? Tout d'abord, celui de l'exhaustivité et de l'impartialité. Il faut que l'enquête interne soit menée à charge et à décharge. Lorsque l'on est contacté par une entreprise, c'est ce que tu disais, Stéphane, lorsque tu étais sollicité, il faut qu'on arrive à mettre dehors le directeur financier. Ou cas, non pas plus fréquent, mais en tout cas, où la pression est maximale, lorsque vous avez à la fois une enquête pénale, des révélations médiatiques, et que l'entreprise qui est cotée essaye à la fois de ramener la paix sociale en interne, essaye de restaurer sa réputation ou de la préserver et essaye de répondre aux questions de l'ensemble de ses parties prenantes ou des enquêteurs si ceux-ci sont déjà à l'œuvre. La pression qui va être mise sur les avocates et les avocats que nous sommes, c'est de mener cette enquête interne le plus rapidement possible
et d'aller à l'essentiel pour tenter de parvenir à une forme de vérité qui sera dans un second temps utilisée par l'entreprise. Si on accepte de soumettre à cette pression, on va certainement commettre des erreurs, des bêtises, voire engager notre responsabilité professionnelle. Pour mener à bien une enquête interne, en respectant ces principes d'exhaustivité et d'impartialité, il faut essayer, tu parlais de méthodologie, il faut essayer de déterminer de façon large quelles sont les personnes qu'il faudra entendre. Il faut que l'on essaye d'identifier un échantillon suffisamment large. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si on ne le respecte pas, il y a déjà eu des décisions, par exemple le 19 juin 2019 de la Chambre sociale qui est venue dire que si l'échantillonnage des salariés est trop restreint, l'enquête interne ne permet pas de faire la lumière sur les faits à l'origine de l'alerte de façon satisfaisante. Donc, cette enquête interne que vous avez menée ne sert à rien. Et celui ou celle qui est responsable de cela, c'est l'avocat ou l'avocate qui a, sous la pression de la rapidité, la pression de la crise médiatique, peut-être défini un échantillonnage qui n'était pas suffisamment large, alors qu'on doit se poser ces questions en amont. L'enquête, elle doit être impartiale. Il faut donc que les parties mises en cause soient en mesure de faire valoir leurs observations et répondre aux allégations adverses. Si ce n'est pas le cas, là encore, la Chambre sociale peut considérer que l'on a causé un préjudice aux personnes visées et sanctionné par l'allocation des dommages et intérêts. Lorsque vous êtes en charge de ces enquêtes internes ou lorsque vous êtes aux côtés de personnes entendues, il y a une façon de se rendre compte si la méthodologie est correctement respectée ou pas. Et notamment si les garanties d'impartialité sont importantes et suffisantes. Quel nombre d'auditions? Quelle est la durée? Quel est leur caractère contradictoire? Et vous avez raison. Lorsque vous êtes soumis, ou plus exactement, la personne que vous défendez est soumise à une audition qui va durer 3, 4, 5, 6 ou 7 heures, ce n'est pas possible. Et je me souviens que dans les locaux de Clifford, lorsque notre client était un peu fatigué, il y a eu des suspensions qui ont été accordées sans le moindre problème. D'ailleurs, on était là pour les demander, mais en tout cas, il n'y a pas eu de problème. Le principe du contradictoire doit être respecté, car sinon, la matérialité des faits, dit la jurisprudence, imputée aux salariés ne pourrait être considérée comme rapportée. Vous avez plusieurs arrêts de la Chambre de la Cour d'appel de Paris, Chambre sociale sur ce point, des 22 janvier 2020 et 15 janvier 2020. Vous retrouverez cela dans le support où les faits qui sont décrits sont particulièrement illustratifs et pédagogiques pour les professionnels que nous sommes, où vous verrez que, en fait, ces enquêtes avaient été menées de façon non contradictoire et le juge dit ça ne marche pas. Il faut également respecter le principe de proportionnalité au regard du but recherché. On fait là référence au respect de la vie privée des salariés. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aboutir à la vérité. Il faut se poser la question à chaque fois, est-ce que cet élément de preuve est indispensable à l'exercice du droit? Ou est-ce que l'atteinte est proportionnée au but poursuivi? C'est toujours l'équilibre entre veiller à maintenir l'équilibre entre le droit des salariés et des employés et la bonne marge de l'entreprise. Et là, je me permets, je ne suis pas un donneur de leçons, mais on est là pour partager des pratiques professionnelles, je me permets de vous inviter à lire la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'est prononcée sur le sujet, et notamment dans un arrêt concernant l'Espagne du 17 octobre 2019, et un autre arrêt d'ailleurs où la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la lutte contre la corruption étant un sujet d'intérêt général, l'atteinte à l'intimité de la vie privée, au respect de la vie privée plus exactement, pouvait être plus importante pour respecter ce principe de proportionnalité. Lutter contre la corruption dans le ressort du Conseil de l'Europe, c'est un motif d'intérêt général et donc il faut que les entreprises aient encore plus de moyens. Je pense que tu m'arrêtes quand je ne pourrais pas tout faire. Mais Non, je pense que tu peux, si tu en es d'accord, profiter encore de 2 minutes. D'accord. Alors, passons à pendant l'audition. Super important. L'acte, le fondateur de la validité de votre procédure, lorsque vous conduisez l'enquête interne,
c'est la lettre de convocation que vous allez adresser à la personne que vous souhaitez auditionner. Et cet acte-là, vous devez y prêter une attention toute particulière. J'ai mis un modèle d'une lettre que nous utilisons. Et dans cette lettre, qui est assez longue, on précise l'objet de la mission de l'avocat enquêteur, le rappel du caractère non coercitif de la mission de l'avocat enquêteur, l'information relative au transfert des données personnelles, l'exposé des faits à l'origine de l'enquête, on le fait parfois, rappel du caractère non coercitif de l'audition, c'est ce que vous disiez, mais surtout, ce qui est important, c'est que la personne comprenne qu'elle peut partir à tout moment et qu'elle n'est pas obligée forcément de répondre. Alors, on peut avoir une distorsion d'appréciation s'agissant du droit au silence. Moi, en tout cas, pour ce qui nous concerne, on le rappelle. Et si la personne veut exercer son droit au silence, elle l'exerce. Si elle veut s'exposer en étant non coopérative à des procédures disciplinaires, ça la regarde. Mais il faut le lui dire. Il faut dire également, parce que c'est un sujet qui est toujours un sujet incompréhensible pour les personnes mises en cause, évidemment qu'elles peuvent être assistées d'un avocat, que je suis l'avocat de l'entreprise, mais je ne suis pas l'avocat de la personne entendue, que ce qui va être dit ne sera pas soumis au secret professionnel dans le cadre du rapport que je vais rédiger par rapport à l'entreprise, tout ça il faut le dire, et il faut dire également à la personne qui va être mise en cause, que le rapport sera exploité par l'entreprise et que peut-être qu'elle en tirera, elle, des conséquences qui pourront être des conséquences disciplinaires. Une minute, tu me laisses encore une minute pour arriver à après l'audition. Super important, le compte-rendu de l'audition. Vous entendez quelqu'un, vous faites un compte-rendu écrit. Ça fait partie des exercices de l'exercice effectif du droit de la défense. Ça permet de garder une trace des propos tenus. D'ailleurs, dans ton cabinet, Thomas, il y avait des sténotypistes. Donc, il y avait une retranscription intégrale des propos qui étaient tenus par celui qui était auditionné. Le procès-verbal de l'audition est adressé à la personne pour qu'elle vérifie si ce qui a été dit ne correspond pas. Et on ne lui dit pas, on ne lui adresse pas le matin à 8 h pour lui demander de répondre à 9 h. On lui laisse un temps suffisant. On lui laisse un temps suffisant et ainsi que ses avocats. Il y a également des procédures de traçabilité des modifications, très utiles. Correction possible, relecture, restitution fidèle et impartiale, correction possible. Votre compte-rendu, s'il respecte ces principes, sera inattaquable et votre rapport d'enquête sera utile. Merci beaucoup de votre attention avant que j'expire. Merci, Manuel. Et je passe la parole à Bénédicte Grohl qui va évoquer un point aussi important que les précédents, c'est le point sur le secret professionnel de l'avocat et l'enquête interne. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie également Mathieu pour son invitation. Je suis très honorée d'intervenir sur ce sujet brûlant. Et à titre préliminaire, je ne résiste pas à l'envie de vous dire ce que j'ai entendu quasiment tous les jours pendant 10 ans de la bouche de mon patron, le bâtonnier Jean-René Fartois, qui m'a dit vraiment, et je pense que toute personne qui a travaillé avec lui ne pourrait me contredire, l'avocat est le confident nécessaire du client, la confidence nécessaire. J'ai entendu ça tous les jours et je dois avouer que peut-être qu'à l'époque, je ne maîtrisais pas totalement la portée de ces propos, mais aujourd'hui, j'en mesure l'importance. Nous sommes les confidents nécessaires de nos clients. En premier lieu, j'aimerais rappeler que le secret professionnel de l'avocat est un droit fondamental pour le client, mais aussi pour le citoyen, dans un état de droit, dans une société démocratique. Il est d'ordre public, absolu, illimité dans le temps, et il est protégé par la Cour européenne des droits de l'homme, au terme de laquelle, et je cite, « Le secret professionnel des avocats a une grande importance, tant pour l'avocat et son client, que pour le bon fonctionnement de la justice. Il s'agit, à n'en pas douter, de l'un des principes fondamentaux
sur lesquels repose l'organisation de la justice dans une société démocratique. Et pour l'avocat, c'est une obligation qui est bien sûr sanctionnée pénalement au terme de l'article 226-13 du Code pénal. En ce qui concerne son périmètre, l'article 66-5 de la loi du 21 décembre 1971 dispose expressément, et cette loi est à ma connaissance toujours en vigueur, en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, les notes d'entretien et plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. Je pense que c'est, même si le sujet est le secret professionnel dans l'enquête interne, je pense qu'il est absolument essentiel d'essayer, si j'y arrive, de synthétiser l'état du droit positif sur ce sujet et notamment le nouveau cadre juridique avec cette espèce de renforcement apparent du secret professionnel depuis la loi Confiance dans l'institution judiciaire du 22 janvier 2021, qui consacre le principe du secret professionnel de la défense et du conseil à l'article préliminaire du Code de procédure pénale, au terme duquel le respect du secret professionnel, j'insiste, du conseil et de la défense, prévu à l'article 66-5 de la loi de 1971, est garanti au cours de la procédure pénale dans les conditions prévues par le présent Code. Alors, évidemment, le Code de procédure pénale prévoit des exceptions. Il n'est pas absolu dans certains domaines, mais le critère qui se dégage, c'est l'exercice des droits de la défense. Donc, la loi Confiance prévoit, donc elle va scinder en fait le secret professionnel avec d'une part le secret de la professionnelle lié à la défense, qui est absolu, avec l'exception néanmoins qui est habituelle, traditionnellement admise par la jurisprudence quand l'avocat a commis une infraction où on est complice. Et de l'autre côté, le secret professionnel du conseil quand il est rattaché à l'exercice de la défense. Et donc là, je cite l'article 56-1-1 du Code de procédure pénale. Le client peut s'opposer à la saisie de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil. Donc, c'est l'article 56-1-1 combiné avec 56-1, couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, à l'exception, dans certains domaines, avec des infractions en particulier, infractions fiscales, infractions de terrorisme, infractions de corruption et le blanchiment de ces délits et en cas de contribution de l'avocat à la commission de ces infractions. Donc, on a d'une part l'article 56-1-1 combiné avec 56-1, avec le critère de l'exercice des droits de la défense en matière de conseil. Donc, on a une protection et une opposabilité en matière de conseil et de défense. Et avec les exceptions de l'article 56-1-2 pour le conseil relevant de l'exercice des droits de la défense uniquement, avec ces deux exceptions, que sont donc les infractions qui sont visées et que j'ai rappelées précédemment, et quand il est prouvé que ces documents ont été utilisés pour commettre ou faciliter la commission d'une infraction. Je regarde Camille parce que c'est notre grande spécialiste et j'espère ne pas dire de bêtises. Donc, c'est vraiment crucial parce que ça montre que le législateur a voulu protéger le secret du conseil relevant de l'exercice des droits de la défense. Et ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Ensuite, on a une circulaire du 28 février 2022 qui vient restreindre ce champ, qui va rappeler, et c'est très important, la protection du conseil qui se rapporte à l'exercice des droits de la défense et qui précise, même si une procédure pénale n'est pas encore engagée, et qui pose la date de commission de l'infraction comme critère. Donc, au terme de cette circulaire, doivent être protégées toutes les communications relatives à la défense pénale échangées après la commission de l'infraction alléguée et même avant l'ouverture d'une enquête. Je cite la circulaire, cette protection s'appliquera lorsqu'une personne a commis ou pense avoir commis une infraction.
C'est, à mon sens, extrêmement crucial. Et on a ensuite des jurisprudences. Bon, là, je vois le temps qui passe, donc je n'aurai pas le temps d'exposer les jurisprudences, mais on a des jurisprudences totalement contradictoires au sein de la Cour de cassation, au sein même de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec des jurisprudences qui sont parfois contra legem, en totale opposition avec la loi confiante dans l'institution judiciaire. Et qui, pour la dernière, celle du 10 janvier 2023, va en fait imposer aux tribunaux une appréciation au cas par cas. Et la Chambre criminelle de la Cour de cassation nous dit que le simple fait pour un tribunal, pour des juges, d'indiquer qu'il s'agit de documents qui relèvent de l'exercice des droits de la défense, ça ne suffit pas, il faut motiver. Mais on ne nous dit pas non plus comment le faire et on ne nous donne pas une définition précise de l'exercice des droits de la défense. Donc, on a des jurisprudences qui sont inquiétantes, qui sont contradictoires. La consécration d'un principe, d'un secret à géométrie variable, c'est extrêmement préjudiciable, à mon sens, pour le justiciable, pour les citoyens. Quand un citoyen va dans le secret d'un cabinet d'avocats se confier, parce que nous sommes les confidents nécessaires du client, il croit que sa parole est protégée. Il croit que son secret, que ce lien de confiance est protégé et que les échanges avec son avocat sont protégés et sont insaisissables. Et il me semble que c'est extrêmement grave, ce manque de clarté à tout le moins, parce qu'il y aura autant d'interprétations que de personnes qui se pencheront sur ce sujet. Alors, en matière d'enquête interne, je pense qu'il y a deux idées forces à mon sens. Premièrement, qu'est-ce que l'enquête interne conduite par un avocat? Eh bien, il me semble que, comme M. Jourdan, on conduit des enquêtes internes sans le savoir depuis toujours, parce que là, on est vraiment au cœur du travail de base de l'avocat. On reçoit des clients, il y a un risque en général pénal. Vous l'avez rappelé, M. Fiorini, sur la définition de l'enquête interne. On est dans le cadre d'investigations mises en place au sein d'une organisation concernant des faits généralement susceptibles de constituer une infraction pénale. Donc, on est vraiment, nous, on recueille des informations, on entend des personnes qui sont susceptibles de nous éclairer sur des faits, il y a un risque pénal que l'on va analyser. Et donc, ces investigations, me semble-t-il, sont vraiment appartiennent au travail de base de l'avocat. Alors, on peut appeler ça enquête interne, mais il me semble que c'est un travail qu'on fait depuis toujours. Et par ailleurs, que ça s'inscrit par essence dans l'exercice des droits de la défense. On est par essence dans l'exercice des droits de la défense. C'est la finalité de l'enquête interne, c'est évidemment de se préparer à la défense pénale ou administrative de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, la définition proposée par ce guide, dont j'évoquerai dans quelques secondes, le guide AFA-PNF, la définition de l'enquête interne, à savoir l'ensemble des investigations menées au sein d'une organisation de sa propre initiative afin d'objectiver des faits susceptibles de constituer 1. Des violations au code de conduite anticorruption, 2. Des comportements non conformes aux procédures de l'entreprise visant à prévenir ou à détecter la commission de telles violations, 3. Ou des indices de la commission de faits susceptibles d'être qualifiés de corruption. Pardon, mais nous sommes au cœur de la défense, et le plus généralement de la défense pénale. Donc, les recommandations de ce guide AFA-PNF sur les enquêtes internes, certes anticorruption, même s'il rappelle que ce guide n'a absolument aucune valeur contraignante, est extrêmement contestable, en ce sens qu'il indique que le document qui va être rédigé à l'issue de l'enquête interne, donc je dirais le rapport d'enquête interne pour schématiser évidemment tout ce qui s'en rapporte, mais plus généralement tous les échanges qui existent dans le cadre de cette enquête interne ne sont protégés par aucun secret, quelle que soit la qualité du rédacteur de ce rapport, de ces documents. Donc c'est extrêmement préjudiciable parce que ça revient à dire que le rapport d'enquête interne ne relève jamais des droits de la défense. Donc c'est absolument contraire au droit positif. Comme rappelé, l'enquête interne intervient par essence, par définition postérieurement aux faits. On est par essence dans l'exercice des droits de la défense et on est dans un cadre, soit dans le cadre d'un conseil qui est lié à l'exercice de la défense, soit dans de la pure défense. Donc, je vais essayer très brièvement de synthétiser. Alors,
Peut-être, Bénédicte, pour ne pas emmener notre auditoire un peu trop loin sur l'heure du déjeuner, je voyais peut-être Samuel qui voulait réagir. Je t'ai vu noter sur la communication du rapport, puisque c'était le sujet spécifique sur lequel tu avais souligné le caractère critique. Je cherchais ton expression tout à l'heure. Peut-être juste intervenir tous les deux sur ce point très précis qui, je pense, effectivement, est un vrai sujet pour les praticiens de l'enquête interne. Cette question de est-ce que ce rapport, d'abord à qui je le remets, ça c'est la question de qui est mon client, et est-ce qu'il est protégé par le secret professionnel. Donc, merci Bénédicte pour en tout cas cette analyse très pertinente. Oui, bien sûr, tu conclus, bien sûr. Il appartient au client de décider ou non de communiquer ce rapport. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. C'est protégé, bien évidemment, par le secret professionnel, et le client est le seul qui doit décider de si oui ou non on communique ce rapport. Samuel? Merci, oui, absolument, c'est tout à fait cela. Je retrouve avec mon ami Bénédicte et également collègue au Conseil de l'Ordre des débats que nous y avons, parce que nous parlons aussi beaucoup du statut de ce fameux rapport d'enquête. Pourquoi? Parce que moi, j'ai tendance à vivre, à respirer comme un avocat, mais il m'arrive souvent de penser comme un procureur, ou en tout cas un enquêteur type police. Et moi, si je me mets dans les chaussures des autorités, moi, le rapport d'enquête interne m'intéresse au plus haut point. Donc, quid d'un secret professionnel qui serait structurellement, statutairement attaché à n'importe quel rapport d'enquête interne? Ça peut poser en fait d'autres difficultés si on fait quand même l'effort, même comme avocat, de prendre encore une fois en compte l'intérêt collectif de la société, l'intérêt général, qui est quand même que des entreprises, notamment de grandes entreprises, fassent, pardon pour l'expression, un peu le ménage chez elles. Le tout quand même dans un monde globalisé où nous sommes tous malheureusement bien placés pour savoir qu'il y a des gens qui veulent notre peau et qui sont organisés pour. Donc c'est là où moi je partage complètement ce que dit Bénédicte sur le fait que dès lors qu'un acte rédigé et signé par un avocat relève des droits de la défense, alors oui, il doit être couvert par le secret, mais je n'en tirerai pas, et c'est là que nous avons des discussions régulières, je n'en tirerai pas forcément un principe général, et au demeurant, ça peut même être dangereux, et pardon de parler argent, mais ça peut même être dangereux pour notre activité, parce que si mécaniquement un secret professionnel, alors sous la réserve évidemment forte que le client puisse choisir de partager ce rapport, mais si structurellement le secret professionnel est attaché à un rapport d'enquête, ça signifie que mécaniquement le rapport d'enquête interne rédigé par un avocat va plus intéresser grand monde et que donc il sera fait par quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi le point il est critique, donc j'ai plus posé des questions que je ne les ai résolues, mais il faut quand même garder cela en tête et continuer le débat pour essayer d'arriver à une solution qui pourrait être en fait une solution équilibrée, c'est-à-dire que l'avocat puisse aider l'entreprise à comprendre et à participer de bonne foi à la manifestation de la vérité. Et là, ce travail-là ne serait pas par nature couvert par le secret dès lors que l'entreprise serait prête à le partager et que, comme l'a rappelé Emmanuel, les personnes entendues auraient été informées en fait de cette communication possible. Et puis l'autre exercice en fait qui consisterait au contraire à plus faire un travail de conseil en défense, donc un mémo stratégique à partir de la découverte d'un élément critique pour l'entreprise. Là, l'avocat commence son exercice de la défense. Merci beaucoup. Donc, ça vous donne une idée des débats effectivement d'actualité qui peuvent animer les uns les autres, mais qui forcément orientent beaucoup les travaux sur l'enquête interne. Et ce sont des questions qu'en tout état de cause, chacun des praticiens ici se pose en exerçant sa mission d'avocat enquêteur ou d'avocat défenseur dans le cadre d'une enquête interne. J'imagine. Merci à tous pour votre participation précieuse. Et je sais qu'il y a des questions dans la salle. J'en ai aussi en ligne. Donc, avant de passer la parole à Madame la professeure Frison-Roche, je vais peut-être prendre quelques questions. Mais alors, si vous pouvez les faire courtes et condensées, parce que j'en ai beaucoup, je vois en ligne.
Oui. Je vais essayer de les recouper. Bonjour, Richard Doudet, cabinet d'Aguesso. Je ne partage pas votre analyse, consoeur, lorsque vous dites que lorsqu'on fait une enquête interne, on fait un exercice de défense. Pas du tout. Alors moi, je n'interviens pas chez mes clients. Enfin, si, ce sont des clients, mais j'ai l'habitude de dire je n'étais pas là avant, je ne serai plus là après. C'est une condition d'indépendance absolue pour moi et je fais un exercice d'impartialité et je n'exerce pas un droit de la défense. En revanche, il a été rappelé tout à l'heure dans le premier atelier que dans 80% des cas, nous sommes sur des questions de droit social et de droit du travail. Je rappelle que la Chambre sociale de la Cour de cassation impose à l'employeur d'organiser une enquête interne lorsqu'il a un signalement de harcèlement moral. Donc l'employeur, et elle condamne l'employeur qui ne pratique pas cette enquête interne. Donc c'est une obligation. Et donc il va bien falloir à un moment donné que l'employeur justifie qu'il a rempli son obligation de réaliser une enquête interne. Et c'est là que nous devenons pertinents parce que précisément, nous savons que lorsque l'employeur fait appel à un intervenant extérieur avec toute la sécurité que représente notre déontologie, eh bien, ce rapport… On peut avoir la question, s'il vous plaît. Pardon ? Il y en a beaucoup qui attendent pour la question. Alors, et vous pouvez poser la votre question. La question, c'est tout Tout le simple. monde attend votre question. Eh bien, je suis désolé. La question, c'est comment l'employeur justifie qu'il a rempli son obligation d'enquête interne s'il ne peut pas la communiquer parce qu'elle est couverte par le secret professionnel. C'est ça ma question. Tu voulais peut-être rappeler toutes les questions, Camille, ou pas, ou on peut répondre? Je pense que tu peux répondre et j'essaye de les réunir, mais c'est un peu compliqué. Premier élément de réponse, l'employeur a l'obligation de déclencher ces enquêtes, vous avez raison. Il a même dorénavant l'obligation de rendre accessible le dispositif d'alerte et même dans les entreprises qui sont les plus en avance, de mettre en accessible aux salariés le dispositif de méthodologie de l'enquête interne. Donc, c'est dire à quel point les choses sont partagées. À partir du moment où, au cours de l'enquête interne, vous indiquez à celui que vous auditionnez que vous n'êtes pas son avocat, mais l'avocat de l'entreprise et que ce rapport doit être ou sera communiqué, je pense que nous sommes dans l'exercice à la fois des droits de la défense et dans les objectifs qui sont imposés par la loi aux employeurs dans le cas de figure que vous indiquiez. Je ne partage pas votre avis sur le fait que nous ne menons pas un exercice des droits de la défense. On n'a pas le temps d'en débattre, en tout cas. Mais par exemple, lorsqu'on est dans le cadre d'enquête coopérative et que l'on est les avocats d'une entreprise qui est par ailleurs soumise à des investigations dans le cadre d'investigations anticorruption, vous êtes aux côtés de la boîte, vous menez cette enquête interne et vous êtes bien dans l'exercice des droits de la défense, puisque dans un moment ou un autre, vous allez négocier peut-être avec le PNF ou une autre autorité. Enfin, il y en a qui sont plus autorisés que moi dans la salle à développer ces expertises et ces questions. Dernière chose, je voudrais quand même, non pas rendre à César, mais rendre à Dorothée Hébert ce qui lui appartient, parce que c'est elle qui était la directrice et qui a coordonné le rapport sur les droits de la défense des personnes physiques dans les enquêtes internes. Je ne sais pas si elle est là. Elle était là tout à l'heure, on a mentionné son… Samuel a rappelé que nous étions tous les deux invités, mais invités par Dorothée. C'est bien elle qui a fait une grande partie du travail. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Une idée? Je voulais juste, ayant le micro, Ah oui. voilà, Une Dominique interception Zantel. du micro. Voilà, On vous je écoute. suis avocat et par ailleurs médiatrice, donc j'ai beaucoup de réflexions par rapport à la médiation. Mais je me pose quand même la question du secret professionnel et du contradictoire qui a été tout à l'heure évoqué. Et il me semble qu'à partir du moment, et je mets en dehors les droits de la défense, mais à partir du moment où il y a une mise en cause dans l'enquête interne, il me semble difficile qu'il y ait en effet, avec cette possibilité que vous dites, du contradictoire et de communiquer le rapport à l'entreprise, qu'il y ait ce secret professionnel. Merci. Je pense que c'est sur le même thème, on va regrouper les deux questions. Sur le thème de la déontologie, en fait, parce que bon, vous avez analysé sous l'angle du secret professionnel, c'est très important, c'est très intéressant, en effet, mais dans le prolongement de ce qu'ont dit les deux, le bâtonnier Doudet et à côté Madame, sur le contradictoire, il y a aussi un sujet sur le conflit d'intérêts. C'est là que je pense qu'il y a peut-être
une incompréhension sur ce qu'a dit Madame Bénédicte Grohl et ce que vous avez dit, Monsieur le bâtonnier. C'est-à-dire que l'avocat qui exerce ses fonctions d'enquête à l'égard de son client dans le prolongement de ce que tu as dit, Emmanuel, il y a ensuite une marge avec la possibilité pour ce même avocat de se constituer et de plaider sur ce rapport d'enquête lorsqu'il y a éventuellement un contentieux qui émerge. Et c'est là que, à mon avis, il y a un problème qui résulte d'ailleurs de l'indépendance et la nécessaire indépendance de l'avocat enquêteur. Si on veut que son rapport soit objectif, impartial et pertinent dans une défense de la société, alors il me semble, mais moi je pense que vous ne direz pas le contraire, que l'avocat enquêteur qui a rédigé le rapport d'enquête, qui l'a signé, ne peut pas ensuite plaider sur ce rapport d'enquête. Et donc c'est là-dessus, je pense, qu'on vous interroge sur le conflit d'intérêts. Alors, ça a été dit, oui, ça a été dit notamment par Stéphane de Navassel, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, peut-être quelqu'un veut réagir sur ces questions et ces thématiques. Non, pas au-delà de ce qu'on a déjà exprimé. Ah bah moi, je me suis longuement exprimée, il me semble, sur le sujet. Et ma position n'est pas prête de changer. Alors, mais en fait, c'est parce que… Et au contraire, j'invite, je fais acte de résistance et j'invite tous les avocats qui sont en présentiel ou en distanciel à venir nous rejoindre dans les rangs de la défense du secret professionnel. Alors, oui. Monsieur Thomas. Oui, je voudrais réagir sur cette question du secret professionnel et de l'enquête interne, qui est un sujet que je connais un petit peu. Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Bénédicte Grohl tout à l'heure, l'enquête interne. C'est la prose de Monsieur Jourdain. Et ça fait longtemps que je le dis, parce que l'enquête interne a fait peur pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, on en parle, c'est bien. Il y a quelques années, on n'en parlait pas, on ne voulait pas en faire. Dans mon cabinet, il y a 20 ans, mon patron me disait « Thomas, on n'est pas des policiers, on ne fait pas ce travail ». Les choses ont changé, l'eau a coulé sous les ponts. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête interne, fondamentalement? C'est un travail qui consiste à collecter de l'information pour permettre de prendre des décisions et faire une recommandation. Alors, quand on est avocat, il y a l'enquête interne à la papa, celle que j'ai faite il y a 30 ans, chez mes clients. Il y avait quelqu'un qui tombait du toit, un ouvrier, parce qu'il n'était pas accroché. On allait chez le client, on s'entretenait avec le directeur juridique, on venait venir le chef de chantier, on lui posait des questions. En fait, on faisait une enquête interne, on l'interrogeait, mais il n'y avait pas toutes les formes qu'on prend aujourd'hui. Et donc, on lui disait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'était pas accroché? Son harnais, etc. Et le type s'auto-incriminait et ça posait de problème à personne. Aujourd'hui, fort heureusement, on a un système qui a évolué, on a professionnalisé et aujourd'hui, on a des méthodologies, etc. Mais fondamentalement, c'est du travail d'avocat. Ça n'est pas que de la collection d'éléments de faits et de preuves. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qu'on va faire? On est avocat, on va dire au client, mais écoutez, là, il y a peut-être un risque pénal ou non. On n'est pas forcément, et là je suis un peu en désaccord avec Bénédicte, parce qu'on n'est pas nécessairement dans le cadre de l'exercice des droits de la défense. On peut être dans le cadre de l'exercice des droits de la défense ou non. Et d'ailleurs, la jurisprudence anglaise s'est prononcée sur toutes ces questions de manière, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, je le ferai demain d'ailleurs, parce que j'évoquerai cet arrêt intéressant. Mais on est sur un travail d'avocat qui consiste à faire à analyser juridiquement, à dire s'il y a un risque ou non, et à faire une recommandation. C'est une consultation. Autrefois, on appelait ça une consultation, le rapport d'enquête. Aujourd'hui, c'est un rapport. Alors, et ça, c'est pour répondre au bâtonnier tout à l'heure, c'est fondamentalement protégé par le secret professionnel, un rapport d'enquête. Fondamentalement, qu'ils s'inscrivent dans le cadre de l'exercice des droits de la défense ou simplement du conseil. Ou du conseil. Maintenant, ou du secret. Le secret professionnel, ce n'est pas le secret défense. On n'est pas sur une sorte de bulle de quelque chose qui n'est pas communicable. On a un secret professionnel dont le client fait ce qu'il veut. Il en fait ce qu'il veut, il communique ou il ne communique pas. Voilà, c'est le commentaire que je voulais faire sur ce point. Non, mais c'est des précisions très, très utiles et qui répondent effectivement à une partie du fil de discussion que j'essaye de suivre en même temps où les questions se posent. Alors, on a encore des commentaires, je ne vais pas tous les citer, mais ce sont plus des commentaires que des questions avec cette ancienne vision de l'enquête interne délatrice, dénonciatrice, non utile.
Donc, il faut rappeler, ce que vous avez tous très bien fait, c'est que d'abord, ça recouvre des réalités très différentes, ça répond à des besoins juridiques ou pratiques très différents, et que c'est très souvent un besoin et une protection de l'entité qui la commande en vue de sa protection, de son amélioration, de sa perfection, et pour le bien commun et les droits de tous. Voilà. Donc, l'instrument est perfectible, mais c'était passionnant de débattre avec vous, et je cède la parole à Madame la professeure Frison-Roche, qui doit faire une toute petite synthèse, et j'excuse par avance les intervenants qui doivent quitter la table d'ores et déjà pour certains. Je crois que Samuel a un avion. Voilà, donc je sais que certains ont dû partir un peu plus tôt en raison du retard pris jusqu'à présent. Voilà. Merci, Madame la professeure. Nous vous écoutons. Je vais faire au plus vite. Je vais faire au plus vite, et moi aussi, j'ai beaucoup appris. C'est vrai que pour le moment, c'est beaucoup du droit social, mais sans doute avec la loi Vigilance, qui, je rappelle, mobilise tous les outils des droits de la compliance, non seulement pour les affaires climatiques, mais également pour tous les droits humains. Ça va sans doute beaucoup s'étendre. Alors, en vous écoutant, d'abord, je vois de plus en plus à la fois de connexion avec la première table ronde, mais aussi de divergence. Donc, plus il y a de divergence, plus il y a de débat. Donc, je me dis que ça va donc s'améliorer toujours un peu plus. Et puis, la première question qui m'est venue, c'est quand même, de quel droit de la défense il s'agit? Parce que je crois qu'il faut faire une distinction, une articulation entre les droits de la défense stricto sensu et puis ce qui est bien apparu dans les questions, c'est-à-dire le contradictoire. Le contradictoire et les droits de la défense, c'est peut-être lié, mais c'est quand même pas la même chose. Parce que le contradictoire, le principe du contradictoire, c'est le fait que chacun doit être en mesure d'apporter ce que vous avez appelé à juste titre les uns et les autres, son histoire, sa version des choses, dans un débat. Ça s'appelle le principe du contradictoire. Les droits de la défense peuvent se traduire par la possibilité d'être mis en mesure d'apporter son histoire dans un débat. Enfin, c'est pas que ça. Et si vous prenez, par exemple, la position du parquet, le parquet est tout à fait d'accord sur le principe du contradictoire, parce que le principe du contradictoire, c'est apportez-moi des faits. On va dialoguer. C'est très, très bien le dialogue. Si je prends les droits de la défense, c'est le droit fondamental de participer au dialogue, mais c'est le droit fondamental de ne pas participer au dialogue. Et là, à ce moment-là, ça donne pas du tout la même chose. Ça donne pas du tout la même chose parce que c'est le droit de ne pas répondre, c'est le droit de mentir, c'est le droit de refuser de participer. Moi, je doute pas que on puisse, face à son manager qui décide de son bonus, voire qui décide de sa non-promotion, qu'on puisse dire « je ne vais pas collaborer, je ne répondrai à rien ». Je ne doute pas qu'on ait pleine liberté de faire ça. C'est bien possible, je vous crois. De la même façon que je ne doute pas que l'entreprise qui a la pleine propriété du rapport puisse dire au PNF « je ne vous le donnerai pas, j'en ai la propriété ». C'est sûr qu'ils peuvent le faire, certainement. Certainement. Je n'en doute pas. Il n'y a que les professeurs qui ne voient le droit que dans les livres et qui assument qu'il y a pleine liberté de ne pas collaborer par rapport à son manager et par rapport au parquet. Je ne suis pas tout à fait sûre que dans les faits, ça donne la même chose. Donc, je pense que sans doute, il faut distinguer le principe du contradictoire où là, tout le monde est d'accord. C'est une sorte de paradis du dialogue et de la collaboration. La collaboration et le contradictoire, ça marche très, très bien. Quand on passe au droit de la défense stricto sensu, c'est là où ça va moins bien. Et sans doute, c'est là où on a besoin encore plus des avocats. Parce que pour le contradictoire et apporter des faits, des données, là aussi, les spécialistes d'algorithmes, ils sont très, très pour le principe du contradictoire. Et les droits de la défense, tout simplement, ils ne savent pas ce que c'est. Ça, c'est ma première observation en vous écoutant. Ma deuxième observation, je me suis dit, mais où est le juge ? Où est le juge? Non pas le magistrat, parce que le magistrat, on a le procureur. Mais où est le juge? Parce que pour être en pleine mesure d'exercer sa déontologie, j'ai beaucoup appris en vous écoutant toutes les manifestations de la déontologie. Il faut, certes, vous l'avez très bien dit, être en mesure d'exercer sa charge en connaissant les faits, pour être en mesure d'exercer le secret professionnel. Et vous avez tout à fait, par exemple, Stéphane de Navassel a très bien expliqué
que ça s'impose d'une façon culturelle. La première intervention aussi l'a très bien dit, mais qu'il ne s'agit pas de défendre une vérité, parce que de toute façon, la vérité, ça n'existe pas. Ça, on l'avait déjà appris avec la première table ronde. Ce ne sont que des histoires, et donc c'est le client qui doit décider du concours de l'enquête. Ça va falloir qu'il ait expliqué ça au parquet, hein, parce que le parquet, le PNF, lui, il estime tout à fait qu'il est en charge de la vérité. Mais bon, on écoutera ça demain. Mais du coup, ça ne va pas du tout donner la même chose quand vous avez un juge qui ensuite peut décider de l'histoire finale. Parce que l'histoire finale, ça va être le jugement. Et que là, quand vous avez une enquête interne qui se retrouve face au procureur, vous n'avez pas du tout de juge qui va décider, puisque j'ai bien entendu ce matin que le juge judiciaire, lui, il se lave les mains de savoir quelle est l'histoire finale qui sera retenue, et que celui qui dit quelle est l'histoire finale, c'est le procureur qui, bon, lui, il détient la vérité. Donc, du coup, entre votre histoire particulière qui est décidée par l'entreprise et celui qui dit que son histoire, c'est la vérité, et un juge qui estime qu'il n'a pas à faire de contrôle sur le fond, je pense qu'il y a peut-être une distorsion dans les différents statuts des différentes histoires qui sont racontées. Et puis, pour le second plan, sur la deuxième chose, c'est savoir que vous avez une déontologie qui va s'appliquer, puis d'une façon plus culturelle, ça va dépendre de ce que vont raconter les ordres et puis les deux entreprises. Avec, bon, puisque maintenant, j'apprends que le droit souple n'a pas de puissance dans le droit de la régulation et dans le droit de la compliance. Donc, finalement, tout ce que racontent les ordres et ce que raconte le CNB et l'ordre des avocats de Paris n'a pas vraiment d'importance. Donc, moi, je croyais tout à fait que ce que vous aviez dit et que tout ça avait de la plus grande importance, et que c'était non pas la jurisprudence qui finalement ne peut répondre que si on lui pose des questions. Mais qui va poser la question, par exemple, de l'enquête interne dans les questions à venir, qui sont les questions avant tout de la vigilance, les enquêtes en tête dans la vigilance? Qui va poser la question, par exemple, à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation? Et j'en viens à ma troisième observation, et j'en aurai fini. C'est qu'en vous écoutant, je me suis dit, mais l'objet concret implicite, ce sont les preuves, le système probatoire qui, pour le moment, est à peine élaboré. Et ça, c'est par exemple Samuel Safonor qui a dit très bien, pourquoi ce rapport d'enquête interne est si précieux? Pourquoi est-ce que tout le monde s'en préoccupe alors qu'à l'université, on ne nous en parle jamais? Parce que c'est une preuve magnifique. Parce que quand bien même les personnes physiques soi-disant ne sont pas concernées, de toute façon, il y a déjà tout dedans. Et c'est une valeur qui fait qu'il est convoité par le parquet. Tout le monde va s'en saisir. C'est une preuve, c'est un moyen de preuve. Et du coup, on en revient à la question du procès verbal. Et l'entreprise, elle est là. Pourquoi? Parce que c'est un formidable moyen d'enquête. Et là, on en revient justement à ce statut que tout le monde cherche de cet moyen central. Avant, il y a très très longtemps, on disait l'aveu est la reine des preuves. On peut oublier ça. Aujourd'hui, j'ai enfin compris, grâce à vous, que la reine des preuves, enfin le roi des preuves, c'est le rapport interne. Ah, je comprends qu'on mette à la question, à la petite question, à la grande question, tout le monde pour obtenir ce rapport interne. Et du coup, ce que je pense peut-être, c'est que ce sur quoi vous pourriez travailler, vous, grands spécialistes de la preuve, c'est le niveau de présomption qu'il faut attaché à ce rapport interne. Vous avez 3 types de présomption. Et là, ça va se répercuter directement sur le secret professionnel. C'est est-ce que vous avez des présomptions simples? Est-ce que vous avez des présomptions mixtes? Est-ce que vous avez des présomptions irréfragables? Dans votre activité de conseil, quelle est la part de droit de la défense liée à l'activité de défense? Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y aurait une présomption irréfragable, comme quoi dans toute activité de conseil, il y aurait d'une façon irréfragable présumé une défense des intérêts potentiellement mis en cause de l'entreprise et des personnes écoutées. La présomption irréfragable, le parquet
voir les juges, voir les régulateurs, voir la Commission européenne, voir la Cour de justice, ne vont pas facilement l'admettre. Une présomption simple, c'est quand même trop faible. Comment est-ce que l'entreprise, qui n'est pas devin, et l'avocat non plus, pourrait démontrer immédiatement que dans une simple enquête interne pour harcèlement, par exemple, ou pour bonne gestion, pourrait démontrer dès maintenant qu'il y aurait des délits et ou des manquements. Ce n'est pas possible. Mais est-ce que vous ne pourriez pas, par exemple, proposer une sorte de présomption mixte en regard des vraisemblances, qui fait qu'à ce moment-là, éventuellement, il y aurait un secret professionnel qui pourrait s'appliquer grâce à une présomption mixte qui fait que, du coup, ce dialogue que vous cherchez avec difficulté avec les parquets, puisque les parquets sont les grands juges désormais, est-ce que ce ne serait pas un des moyens pour que le secret professionnel au sein du Conseil soit admis dès l'instant qu'il y aurait des vraisemblances de poursuites effectives après? Je pense qu'à ce moment-là, peut-être, cette sorte d'incompréhension entre la jurisprudence et puis ce que disent à juste titre les avocats pourrait être une solution. En tout cas, merci beaucoup parce que bien que ayant, comme tout le monde, très faim, j'ai beaucoup appris. Merci. Merci beaucoup.